Connaissez-vous les dates les plus significatives de l'histoire des féminismes en France? Est-ce que vous avez une date, deux dates, trois dates en tête? Sans vouloir vous vexer, je pense que les dates ne seront pas nombreuses. Hélas. Et qu'il y aura certainement une confusion avec les lois qui représentent des acquis pour les droits des femmes, mais on ne peut pas confondre ici le résultat éventuel, les lois, et puis les luttes qui ont été nécessaires pour y arriver. Donc vous constaterez par vous-même, si vous tentez l'expérience, une certaine méconnaissance de la confusion, voire même un petit malaise qui peut rappeler des problèmes scolaires avec les dates, ces dates qu'il faut apprendre par cœur, des dates qui sont souvent mal aimées en fait. Alors moi, lorsque j'ai découvert l'histoire des féminismes en maîtrise, mais surtout au cours de ma thèse, sous la direction de Michel Perrault, dont j'aime à prononcer le nom pour lui rendre hommage, quand j'ai découvert donc l'histoire des féminismes, j'étais affamée de dates. Il fallait prouver une existence déniée. Et l'histoire événementielle, l'histoire des événements féministes, un peu positivistes, s'imposait pour moi comme une espèce de preuve, de première étape dans la manière d'écrire l'histoire, dans l'historiographie, avant de passer peut-être à des écritures plus sophistiquées, plus philosophiques, plus théoriques. Et ce faisant, c'était dans les années, fin des années 80, début des années 90, j'étais, et nous étions plusieurs d'ailleurs, à être un peu en décalage, en retard, ringarde même, d'une certaine manière. Le sujet était novateur, mais la manière de faire pouvait passer pour ringarde, dans la mesure où la nouvelle histoire triomphait, héritière de l'école des annales, et que c'était une histoire sociale, culturelle, qui se développait en laissant tomber l'histoire positiviste qui avait tant mis en avant les dates, notamment sous la Troisième République, mais cette histoire a été longtemps enseignée. Mais peu importait cette ringardise entre guillemets, pour moi, chaque date était un bonheur, une preuve d'existence, une association, un journal, une manifestation avait eu lieu, un congrès, des arrestations, un internement, toutes sortes d'événements, des faits collectifs, des faits individuels qui s'additionnaient. Alors les dates montraient souvent l'éphémère, la fragilité des combats féministes. Parfois, elles me conduisaient à la limite de l'insignifiance. Par exemple, dans certains récits biographiques, toutes les dates marquantes d'une vie ne sont pas si marquantes que ça. Au fond, la date de naissance nous apprend des choses, la date de décès, déjà, on peut en discuter. En même temps, pour faire hausser les féministes au niveau de la biographie, et plus tard j'ai fait un dictionnaire des féministes, eh bien, ce sont des dates quand même bien nécessaires, et souvent on ne les avait pas, ou elles étaient erronées. Et il y avait tout un travail de fourmi à faire pour que les féministes soient traitées à l'égal d'autres acteurs et actrices politiques, du monde politique, du syndicalisme ou d'autres vies associatives. Donc ça passait par ce travail minutieux. Et puis j'ai aussi été impliquée dans un débat collectif qui perdure sur la périodisation des féministes. Et cette périodisation, elle nécessite de manier les dates pour déterminer des séquences dans l'histoire des féminismes. On parle de vagues, première vague, deuxième vague, troisième vague aujourd'hui. Et pour cela, donc, on manie des dates. Donc depuis que je travaille ces sujets, bientôt depuis 40 ans, j'en ai vu des chronologies, des bonnes, des mauvaises, des petites, des grandes, des exactes, des inexactes, et elles m'ont de plus en plus troublée et dérangée. Par exemple, quand les chronologies étaient comparatives, elles menaient à calculer des retards ou des avances, sans les expliquer. Souvent, les luttes passaient inaperçues, seul le résultat comptait, la conquête, le conquis social.
Et malheur à celles dont les combats échouaient. Comme il n'y avait pas de résultat, elles étaient encore plus rayées de l'histoire. L'effet pervers donc, de ces chronologies, c'est qu'elles récompensaient les vainqueurs. Et par exemple, sur la longue lutte pour le suffrage des femmes qui s'est conclue en 1944 par l'ordonnance signée par le général de Gaulle, tout ça a été résumé donc, par une date 1944. De Gaulle a octroyé le droit de vote aux femmes. Donc octroyer, c'est-à-dire donner à qui n'a même pas réclamé. Donc c'est quand même une façon de raconter l'histoire qui gomme des décennies de lutte. Et puis si on creuse la date de 1944, quelles sont les femmes qui ont exactement obtenu le droit de vote? Dans les colonies, les femmes votaient-elles? Les musulmanes d'Algérie, des 3 départements français d'Algérie, ont dû attendre 1958 pour pouvoir voter. Donc il y a des dates qui nous trompent, dans des chronologies souvent exclusivement centrées sur des droits ou sur des lois. Et encore, faut-il ne pas s'y fier à ces dates sur des lois, hein, parce que on a l'exemple de la loi Neuwirth en 1967 qui autorisait la contraception. Ne pas imaginer que les Françaises ont tout de suite pu accéder aux moyens contraceptifs. Il a fallu attendre encore 4 ans pour que les décrets d'application soient pris. Donc voilà, on peut être un petit peu trompé par la longueur des décrets d'application et puis par l'effectivité ensuite des droits conquis. Une loi peut exister sans qu'elle change la réalité vécue et sans qu'il y ait effectivité du droit. Et puis, j'ai le souvenir de l'exposition parisienne citoyenne que j'avais faite au musée Carnavalet 2021-2022. Et les camarades du musée Carnavalet qui travaillaient avec moi se sont appropriés l'histoire des femmes à Paris à travers de vastes chronologies. Et plus elles travaillaient, plus elles ajoutaient des dates et sur plusieurs colonnes. Et il fallait la date sur l'histoire du féminisme, mais aussi l'antiféminisme, mais aussi le contexte, mais aussi la chronologie politique. Et elles ajoutaient des dates. Et c'est devenu un tableau Excel absolument ingérable. Et je leur ai dit non. Je ne veux pas finalement de chronologie dans l'exposition parce qu'on va tomber dans les travers d'un récit un peu commun qui a déjà été fait, qui ne va pas nous amener à comprendre l'essentiel. Plutôt non, ne pas faire de chronologie. En plus, il y a quand même aussi une question de territoire. À quelle échelle parle-t-on? La chronologie, elle concerne quel territoire? La France, Paris, en l'occurrence c'était une expo sur Paris, mais il y a aussi la banlieue, les régions, la province pendant longtemps, l'Empire qu'il ne faut pas oublier, les frontières mouvantes de la France. C'est quoi la France au fil du temps? Donc il y a aussi une instabilité géographique et ça complexifie beaucoup les chronologies. Et puis le comparatisme et la nécessité d'avoir aussi une chronologie mondiale, pas seulement française, des dates qui correspondent aussi à des choses qui se jouent à un niveau supranational, européen, onusien, donc beaucoup de complexité. Alors, première séquence, après cette longue introduction, partir peut-être du mot féminisme pour essayer de réfléchir aux chronologies féministes. Ça commence par l'histoire d'un mot. Et ça commence très mal. Ça commence très mal. Avec une erreur. Dans la plupart des dictionnaires, on attribue le mot féminisme à Fourier en 1837. Or, Fourier, ce penseur de l'utopie socialiste, était très sensible à la liberté des femmes, mais il n'a jamais inventé ce terme. Alors on ne prête qu'au riche, il aurait pu. Il aurait pu sans doute, mais il y avait des mouvements féministes qui étaient contemporains du moment où il a écrit, mais ce n'est pas lui. Ensuite, on a découvert, et notamment Geneviève Fraisse, que vous aurez l'occasion d'écouter là,
le mot féminisme serait un néologisme dû à Alexandre Dumas fils, qui, dans un ouvrage antiféministe, L'homme-femme, emploie ce néologisme en soulignant qu'il s'agit d'un néologisme. Les féministes, passez-moi ce néologisme, disent à très bonnes intentions. Bon, un petit peu plus loin, c'est intéressant, il emploie le masculin pluriel et donc il désigne là un courant de pensée qui peut être mixte. Et au fond, il décrit, on ne va pas lire tout, mais il décrit le féminisme comme une folie, quoi, comme une passion de l'égalité qui se heurte au bon sens. Les hommes et les femmes sont différents, ils ne peuvent pas être égaux. Donc une pathologie politique. Et puis on a remonté donc 1872 pour donc c'est quand même un problème, quoi. Le mot il naît de la plume d'un homme antiféministe et qui considère l'idée comme une folie. On a découvert un petit peu plus tard que le mot existait dans le vocabulaire médical et qu'on le trouvait dans le titre d'une thèse de médecine de la faculté de Paris, du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux. Et le féminisme est dans ce cas donc une pathologie au sens médical, l'aspect d'un individu mâle présentant certains caractères secondaires du sexe féminin. Donc le mâle tuberculeux a les cheveux et les sourcils fins, les cils longs et fins comme ceux des femmes. Donc une pathologie du genre qui affecte les hommes. Et une autre date pourrait être retenue, et moi mon cœur balance, mais choisit plutôt cette option-là, c'est quand ce mot qui était disponible est approprié par une féministe qui s'auto-désigne féministe. Et là on est en 1882, donc 10 ans plus tard. Hubertine Auclair, la première féministe suffragite et suffragette en France, dans une lettre au préfet de Paris, mentionne les féministes comme militants et militantes au même titre que les libres penseurs. Pour elle, les féministes sont les partisans de l'affranchissement des femmes. Donc l'autodésignation, qui n'est pas rien, le retournement du stigmate pour s'auto-désigner. Ensuite, on oubliera un peu cette naissance du mot sous le signe de la pathologie. Donc le néologisme se répand, se popularise. Donc dans les chronologies, il y a beaucoup le poids de la première fois qu'on utilise. Mais le moment où le mot se répand, se banalise, c'est peut-être plus significatif au fond. Donc là, il faut attendre encore quelques années. 1892, la première association qui s'intitule féministe. Et puis ensuite, la banalisation du terme, un terme plus ou moins bien compris, mais de plus en plus utilisé dans les années 1900. Donc il y a tout un processus, et évidemment, si on ne retient qu'une seule date, on va passer à côté de cette complexité. Alors au passage, j'indique que le mot masculinisme, ce masculinisme qui revient si fort dans notre actualité, le terme est employé presque aussitôt, et aussi par Hubertine Auclair, qui invente l'antonyme dans La Citoyenne, son journal. En 1880 et 1882, elle dénonce le masculinisme et les masculinistes. Elle décrit le masculinisme comme une sorte d'égoïsme masculin qui pousse les hommes à agir en défense de leur intérêt particulier. Ensuite, le terme sera employé par quelques féministes. Deuxième sujet à propos des dates, utiliser des dates donc pour périodiser, pour distinguer des cycles dans l'histoire. Faire des vagues, donc ça suppose de trouver un début, de trouver une fin, et ce n'est jamais simple de trouver une date de commencement au féminisme, parce que bien évidemment tout dépend de la façon dont nous définissons le féminisme. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Les définitions circulent, elles sont différentes les unes des autres, il y a des conceptions rivales de ce qu'est le féminisme. Donc selon la définition de départ qu'on a, on va trouver différentes
point de départ. Par exemple, l'historien du féminisme vivant au début du XXe siècle, il a écrit plusieurs livres sur l'histoire du féminisme, Léon Abinsour, dans cette citation que je vous montre, estime que le féminisme a revêtu 1000 formes. Ça pourrait donner 1000 dates, 1000 formes suivant les lieux, les temps et les hommes. Le féminisme de Plutarque n'est pas celui de Stuart Mill. Le féminisme de Catherine de Médicis n'est pas la reine Margot, ni celui d'Hubertine Auclair. Donc il insiste sur cette diversité religieuse, diversité idéologique, et il a tendance un peu à noyer ce mouvement qui avait pourtant gagné en cohérence dans le dernier tiers du XIXe siècle pour défendre, mettre en avant un combat pour les droits des femmes, pour l'affranchissement des femmes. Là, il élargit le sens au point de nous perdre un petit peu dans des commencements assez flous. Alors on pourrait, en plus des commencements, une androgénèse du féminisme, il mentionne quand même pas mal d'hommes. Ça c'est un débat aussi, mais du côté des femmes, alors pourquoi pas Sappho, pourquoi pas Christine de Pisan, qui est souvent citée comme un point de départ, ou le XVIIIe siècle, avec toute cette activité philosophique et politique des femmes à l'époque des Lumières. Oui, mais les spécialistes du XVIe siècle vont dire non, mais on en a aussi, ou au XVIIe siècle, et puis du côté de la philosophie, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que le féminisme n'est qu'un combat d'idées, ou si on le définit comme un combat militant, à ce moment-là, on va relativiser le rôle des intellectuels? Donc ça pose toute une série de questions, mais disons que dans l'ensemble, les historiennes des féminismes, et les historiens, mais on est très majoritairement des femmes, ont choisi de faire débuter les féminismes à la Révolution française, parce qu'il y a quand même un socle théorique nouveau, il y a un contexte, le contexte ça compte aussi, nouveau, des horizons nouveaux qui vont modeler le féminisme et les revendications féministes. Si on prend le XIXe siècle, il y a un féminisme des brèches, comme dit Michel Perrault, pendant les révolutions. Le saint-simonisme, les clubs de femmes en 1848, la Commune, un féminisme très social, très relié au milieu populaire. Mais si on prend les associations féministes qui ont une longue durée et qui créent un mouvement pérenne, à ce moment-là, la date en France c'est 1868. C'est dans l'opposition au Second Empire que naît le féminisme républicain qui va créer des associations et des journaux qui vont durer. Et là, le féminisme ne disparaîtra plus jamais du paysage, ou en tout cas pas longtemps. Il y a eu la période de Vichy. Mais moi, j'aime bien cette date de 1868 et ce point de départ, disons, associatif. Donc en histoire des féminismes, nous faisons des vagues, nous constituons des vagues. Alors moi j'aime beaucoup ce terme parce qu'il est joli et il a une certaine poésie, je trouve, par rapport à cycle de mobilisation, par rapport au vocabulaire qu'on peut avoir en sciences politiques. Mais en gros, c'est un cycle de mobilisation militante, une vague, qui correspond à un objectif principal, à un registre d'action collective et aussi à un contexte politique, social, économique, national particulier. Donc on distingue trois vagues et il y a beaucoup de discussions sur quand naissent les vagues et quand meurent les vagues. En plus, une vague ne chasse pas complètement l'autre. Il y a des reliquats de la première vague dans les années 70. Il y a des associations nées dans les années 1900 qui existent encore aujourd'hui. On ne les connaît pas, elles sont passées en dessous des radars, mais elles ont été remplacées par des choses autres, d'autres expressions féministes. En fait, la difficulté, elle est aussi là quand on se centre plus précisément sur un combat. Donc là, j'ai essayé de parler du féminisme en général, mais si on se centre sur un combat, par exemple le combat pour le droit à l'avortement, on va dire 1970-1971 comme débat en France.
on va dire Gisèle Halimi, on va dire Lemlac. C'est vrai dans le sens où il y a une ampleur militante qui est inouïe à ce moment-là et qui va faire avancer très très vite les choses. Mais il y a eu des antécédents. Il y a le planning familial qui a préparé le terrain dès 1956. Et il y a eu les néo-malthusiens et les néo-malthusiennes qui, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, défendaient déjà le droit des femmes à disposer de leur corps. Et finalement, les manières modernes de défendre le droit à la contraception et à l'avortement ont effacé de l'histoire une première vague de militants, souvent anarchistes, qui défendaient le droit des femmes à disposer de leur corps. Donc là, en fait, Louis, la leçon à tirer, c'est ne pas se contenter d'une date et quand même tirer les fils pour montrer plus de complexité. Et puis si on réfléchit au début, on peut tomber dans des histoires assez intéressantes de mythes des origines. Alors je vais en prendre deux exemples majeurs, le 8 mars et le MLF. Donc c'est intéressant de savoir quand commence le 8 mars, bien sûr. Et c'est très flou dans les chronologies, il y a beaucoup d'erreurs qui circulent. Et dans les années 70, les féministes du MLF, après avoir dit qu'elles vivaient l'année zéro du féminisme, se sont rendues compte qu'il y avait une histoire des féminismes qui les précédait. Et Françoise Pic a fait une histoire, une petite enquête sur le 8 mars pour voir si ce 8 mars, qui était surtout célébré à la CGT et au Parti communiste, était vraiment né à New York en 1857 à l'occasion d'une manifestation de couturières. Elle n'a pas retrouvé trace de cette manifestation de couturières et finalement elle est tombée sur un mythe d'origine d'une date fausse. Ce qui est avéré, c'est que c'est la deuxième internationale et en son sein la conférence des femmes socialistes dirigée par Clara Zetkin, qui en 1910 a proposé qu'il y ait une mobilisation annuelle le 8 mars. Donc les origines du 8 mars, elles sont très liées à la fois au mouvement ouvrier dans sa branche femme, plus ou moins féministe. En tout cas, ça ne vient pas d'un féminisme indépendant, hein, ça vient de la deuxième internationale. Et ensuite, c'est surtout la troisième internationale et le mouvement communiste qui va célébrer cette journée pendant longtemps. Et puis, le 8 mars, il se trouve que c'est aussi la date d'une grande manifestation d'ouvrières qui ouvre la révolution en Russie en 1917. Et donc, ça tombe plutôt bien pour garder le 8 mars et lui donner un sens supplémentaire. Alors, deuxième mythe d'origine, c'est la naissance du MLF. C'est très compliqué de dater un mouvement comme le MLF, parce que c'est un mouvement, et ce n'est pas une association. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de dépôt des statuts à la préfecture de police. C'est un mouvement, c'est des collectifs, il y a de la spontanéité, il y a un esprit libertaire. Donc c'est un petit peu difficile à cerner. Mais ce qui est généralement retenu, c'est qu'en 1970, il y a une assemblée générale à Vincennes, l'université expérimentale de Vincennes, sur les femmes, le féminisme, et que les hommes, souvent des militants d'extrême gauche, en sont exclus parce qu'ils ont tendance à venir donner des leçons aux femmes et à garder la parole un petit peu longtemps. Donc c'est le début d'un principe de non-mixité qui va être très fort, même essentiel pour le MLF, en train de se constituer. Donc on pourrait retenir cette assemblée générale non mixte. Et puis il y a le numéro de partisans
Féminisme, Libération des femmes, année 0, qui sort en 1970. Donc là, finalement, c'est assez intéressant. Il y a 3 événements qui sont de nature assez différente. Un événement collectif en présentiel dans une université, c'est dans l'agitation postérieure à mai 68, donc c'est très significatif. Un numéro spécial d'une revue, donc le côté intellectuel du féminisme, la théorie, les articles, la nourriture intellectuelle, et puis une action un peu de type happening. Une manifestation à moins de 10, elles sont 9, à se rendre le 28 août 1970 à l'Arc de Triomphe pour déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu avec 2 banderoles qui disent « Un homme sur 2 est une femme et il y a plus inconnu que le soldat, sa femme ». Très vite, les militantes, c'est pas des militantes organisées, hein. Les femmes présentes, beaucoup sont écrivaines. Il y a Monique Wittig, il y a Christine Delphi, il y a Christiane Rochefort, il y a des traductrices. Elles sont envoyées au poste de police et puis relâchées un petit peu après. Et le lendemain, la presse a titré le MLF, le mouvement de libération de la femme au singulier. Donc ça a énervé les militantes qui voulaient faire passer la notion du pluriel. Le mouvement de libération de la femme est né, et, comme aux États-Unis, la France a désormais son mouvement de libération de la femme. Voilà, donc l'historiographie a retenu cette date de 1970 et ensuite il y a des manifestations, des réunions, il y a le torchon brûle, il y a toutes sortes de productions, on voit qu'un mouvement est né. Mais il y a dans le MLF un courant militant, un courant de pensée qui s'appelle Psychepo, qui est animé par une psychanalyste, Antoinette Fouque, qui défend une autre vision de la naissance du MLF, dont elle a fait partie indéniablement, c'était un des courants. Et elle défend l'idée que le MLF est né dès 1968. Donc, intérêt ou pas de le faire coller à une grande date de notre histoire, comme 68, pour en discuter. Elle estime qu'il y a quand même eu des actions féministes en 68 et pour elle, le MLF est né d'un échange entre femmes, d'une réunion, dit-elle, chez elle, le jour de son anniversaire, le 1er octobre 1968. On voit un peu plus loin dans cette lettre au Monde qu'elle a publiée pour défendre sa vision, j'ai un peu envie de dire révisionniste, hein. Je ne veux pas être offensante, mais elle cherche à... C'est aussi ça l'histoire, hein. Il y a des tentatives de révision qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais les historiennes et les historiens n'acceptent pas cette version-là et soulignent le fait que une militante ne peut pas comme ça dire « Ah ben non, c'est 2 ans plus tôt, c'est chez moi, c'était le jour de mon anniversaire, on était 4 et puis on a trouvé qu'on allait créer quelque chose qui ne s'appelle même pas encore MLF ». Donc pour elle, le 1er octobre 1968, le jour de son anniversaire, est né un puissant mouvement de civilisation qui a ouvert un nouveau champ de pensée. Les femmes sont passées de l'expérience à un savoir. Désormais, il y a une science des femmes, la féminologie. Au passage, elle dit que le travail de son courant de pensée a cherché à déconstruire le féminisme comme idéologie pour faire émerger un sujet femme. Donc ce qui complexifie en plus le point de vue d'Antoinette Fouque, c'est qu'elle se dissocie du féminisme et qu'elle ne... MLF oui, féminisme non. Pour elle, le féminisme, c'est un courant qui défend l'égalité et elle, c'est pas ce qui l'intéresse, l'égalité. C'est la féminitude, c'est un féminisme de la différence. Voilà, en tout cas, je voulais signaler ces difficultés quand même sur certaines dates. Toutes les dates ne sont pas unanimement acceptées, reconnues, elles ne font pas forcément consensus. En tout cas, pas consensus sur le plan mémoriel, militant. En revanche, sur le plan historique, là,
Il n'y a pas vraiment, enfin personne n'a suivi cette proposition. Mais c'est important quand même, les conflits histoire-mémoire, quand on fait de l'histoire très contemporaine, on se heurte à ça. Alors, autre souci avec les dates sur les chronologies féministes, c'est que le politique dévore tout. On a essentiellement des dates politiques, alors beaucoup de naissances, de disparitions, d'associations, les grandes manifestations, éventuellement certains succès législatifs. Mais on oublie alors que le féminisme est un mouvement profondément culturel et intellectuel. Donc, pour bien faire, il faudrait réunir des dates culturelles et des dates politiques. Le souci, c'est que trouver les bonnes dates culturelles, c'est très compliqué aussi. Et qu'on peut tomber dans le panneau de certaines dates qui brillent pour des raisons un petit peu troubles. Par exemple, je prends un sujet que j'aime particulièrement, la publication de Lagarson de Victor Marguerite en 1922 peut être considérée comme une date vraiment intéressante en raison du trouble dans le genre qui est exposé, du fait que le mot garçon a été popularisé par le roman, que ça a été un des grands best-sellers du XXe siècle. Que ça donne aussi, peut-être pas pour la première fois, mais une certaine visibilité à la question de la bisexualité, de l'homosexualité féminine, pour différentes raisons. Ça a été un grand scandale, Victor Marguerite a perdu la Légion d'honneur, bref, c'est une date très intéressante effectivement. Mais Lagarson est-elle un roman féministe? Victor Marguerite est-il vraiment un auteur féministe? Il prétend l'être. Et pourtant, les féministes ne le reconnaissent pas comme tel. Là, on entre vraiment dans une complexité très intéressante. Et ça peut aller jusqu'à des débats sur, bon, on va quand même pas donner à un homme, Victor Marguerite, vieux roublard de la littérature, ce privilège d'être une date parmi les plus importantes. Ok, donc on va... à l'époque, il y a Colette, dont la postérité a tranché. Si on retient une écrivaine du début du XXe siècle qui a été inspirante, qui s'est autorisée beaucoup de choses dans son œuvre et dans sa vie, Colette est pas mal. Maintenant, il y a beaucoup d'autres autrices qui sont données beaucoup de liberté, mais bon, Colette est quand même... pour beaucoup d'entre nous, une star, enfin, une référence magnifique. Le problème, c'est que Colette n'était pas féministe et qu'elle disait les suffragettes ne méritent que le fouet. Et c'est pas très sympathique. Donc, dans une chronologie féministe, est-ce qu'on va accepter comme ça la présence de Colette? Il va falloir séparer la femme de l'œuvre, et c'est même pas ça en fait, parce que femme et la femme, donc non pour ses opinions, mais qu'est-ce qu'on va retenir de Colette? On prendra pas tout Colette, on va devoir couper Colette en deux. Il y a la Colette qui va nous intéresser et la Colette ambiguë qui va nous embarrasser. Autre date culturelle, bien évidemment, si on devait en retenir qu'une, ça serait quoi? Oui, j'entends Simone de Beauvoir, mais oui, bien sûr. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949. Une date majeure. Mais qu'est-ce que ça signifie au fond, cette date de publication d'un livre, sachant que Beauvoir a surtout fait scandale avec Le deuxième sexe, qu'elle a été souvent mal lue, que le scandale a biaisé la lecture, et puis surtout c'est un livre publié au moment d'un creux de la vague du féminisme, et c'est un peu plus tard que les féministes vont se saisir de Beauvoir, et c'est surtout avec le MLF qu'elle va soutenir. Beauvoir va se radicaliser. Si on lit Le deuxième sexe aussi, ça commence par le féminisme est une vieille histoire, la question de l'égalité est réglée. Pour elle, le féminisme c'est le passé, c'est la Troisième République.
mais elle écrit quand même 2 gros volumes sur la question. Donc il y a aussi une contradiction dans son texte qui est intéressante et qui perturbe un petit peu. Donc bien sûr, ce n'est pas une raison pour évacuer la date de 1949, le deuxième sexe, mais il faut prendre le temps d'expliquer, ne pas fétichiser cette date de 1949. Alors si on prend les années 70, déjà c'est intéressant, hein, là on passe à une autre manière de parler de date, c'est parler par décennie. Donc la décennie 70, le MLF, quelle date choisir? C'est peut-être la décennie qui est plus intéressante. Il y a l'année 1974 qui ressort pas mal. On pourrait prendre des œuvres individuelles. Aujourd'hui, on dirait quoi? On penserait à qui? On penserait à Wittig. Mais à l'époque, pas forcément. Même si Wittig est déjà bien connu, il y en a d'autres. Il y a Françoise d'Aubonne, il y a Christiane Rochefort, il y a une écriture plus expérimentale. Mais bon, alors est-ce qu'on prend en compte les succès populaires? Alors on va penser à Benoît de Groult, ainsi soit-elle. Si on prend les succès populaires, si on prend une écriture plus expérimentale, Hélène Cixous ou Xavier Gautier sont très intéressantes. Mais là, on va aller vers une chronologie peut-être plus élitiste. Alors, on voit qu'il n'y a pas de chronologie sans critères préalablement bien définis pour savoir de quoi on parle. Mais est-ce que c'est conforme à l'histoire du féminisme d'aller chercher des dates liées à une autrice en particulier? Les années 70, c'est de l'écriture collective, c'est des revues, c'est aussi des féministes qui ne signent pas avec leur nom. Donc cette explosion du nombre de revues féministes est peut-être le fait culturel significatif. Voilà, donc toutes sortes de questions. Alors le temps me manque, donc, et de toute façon on n'a pas la séquence, donc je vais passer sur... J'avais trouvé un exemple d'interview de l'autrice féministe universitaire Xavier Gautier, qui était interviewée à propos de sa carrière féministe et d'écrivaine, et qui était interrogée sur des dates d'une manière un petit peu... C'était à l'occasion des 50 ans du MLF. C'est intéressant aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais les commémorations, les anniversaires, là on est aussi autour de dates, et c'est tellement banal qu'on n'y pense pas, mais on devrait être peut-être plus critique, je ne sais pas. En général, le monde de l'édition adore les anniversaires, ça fait vendre. Et je prépare les 70 ans du planning familial pour l'année prochaine, donc je ne vais pas non plus cracher sur les anniversaires, ils ont leur utilité. Mais Xavier Gautier, elle est interviewée là, et on dit qu'elle est née à Toulon, mais on n'ose pas dire qu'elle est née en 1942, par exemple. Donc il y a aussi une date qui manque dans cet entretien. Et puis, elle parle beaucoup de l'année 1974, qui renvoie à la naissance de la revue Sorcière, la publication du livre qu'elle a fait avec Marguerite Duras, Les Parleuses. Et puis on lui demande si elle était à la manifestation du 28 août 1970. Alors la pauvre, elle est obligée de lui dire que non. Et la question est finalement un peu blessante. Et elle dit « Oh, mais ce qui est important, c'est mai 68 ». Et donc elle ramène à une histoire commune, à une histoire mixte, ce qui est assez intéressant. Voilà. Alors, pour conclure, je ne sais pas si... oui, j'avais préparé une diapo sur ce que vous venez de voir. Alors, un dernier point d'attention, c'est chercher la cohérence interne des chronologies. Il y a une affiche qui m'a toujours intriguée, c'est cette affiche du Parti socialiste de 1991 qui propose une vision très large de la longue marche avec un certain nombre de travers que j'ai déjà évoqués, donc une grande individualisation des combats, un certain nombre d'erreurs, un féminisme qui est identifié à partir de femmes révolutionnaires, de féministes, de philosophes, de leaders socialistes. Donc il y a une drôle de mixité en fait qui apparaît dans cette affiche.
Il y a aussi une mixité des genres. Il y a 5 hommes qui sont intégrés dans cette longue marche. Ça, je suis plutôt favorable à ça. Le féminisme est un combat mixte. Mais quand même, beaucoup d'héroïnes, peu de collectifs, des greffes qui sont mentionnés aussi. Et puis, on a un glissement. Plus on avance vers la fin du siècle, plus les héroïnes sont remplacées par des acquis législatifs. Et ensuite, on a un élargissement au monde avec les premières femmes chefs d'État. Et là, on peut se poser des questions sur le fil conducteur et ce vers quoi cette chronologie nous amène. Il y a des luttes de femmes révolutionnaires, des luttes de féministes, et la conclusion logique, ce serait que des femmes soient chefs d'État. Est-ce que ces dates, par exemple, l'accès de femmes à ce type de pouvoir, est-ce que c'est ça qui va vraiment incarner des succès de l'égalité des combats féministes? Donc je pose juste cette question. Alors je n'ai pas une véritable conclusion, je dirais, c'est plutôt quelques remarques. En fait, ne pas abandonner dans les chronologies les grandes dates, l'histoire commune. Il y a des chronologies féministes, certes, mais elles s'insèrent dans une histoire commune. Et le féminisme est très conditionné par cette histoire commune. Donc les grandes dates, il faut les garder: 1789, 1830, 1848, 1871, 1914, 1917, 1918, 1936, 1940, 1944, 1958, 1962, 1968, 1974, 1981. Voilà un certain nombre de dates de notre histoire, et là je suis dans une histoire nationale, qui interagit très fortement avec l'histoire des féminismes. Et là on peut se demander, et les femmes dans ces moments-là, dans ces années-là que nous reconnaissons comme des années importantes, est-ce que le féminisme s'est exprimé dans ces moments-là? La question mérite d'être posée. Je dirais aussi que dans les chronologies féministes, il ne faut pas négliger l'antiféminisme, même si l'antiféminisme mérite des chronologies en soi. Mais les chronologies féministes laissent à croire qu'il y aurait une linéarité et qu'on irait vers toujours plus de féminisme, de progrès, qu'il y a une espèce de longue marche vers un triomphe. Mais non! C'est quand même très important de signaler les moments de répression, les moments de régression, la restauration au début du XIXe siècle, le code civil napoléonien, Vichy, la disparition des associations féministes pendant l'occupation. Il y a des dates terribles aussi dans l'histoire des féminismes, des moments où le féminisme disparaît quasiment de la scène publique, comme dans les années 50. Et ça, il faut essayer aussi de le montrer, sinon on laisse croire que c'est un combat assez facile et finalement il n'y aurait pas d'adversaire, il n'y aurait pas de dialectique en fait entre féminisme et antiféminisme. Et puis pour terminer, je me réjouis que aussi la recherche puisse avancer grâce à la numérisation de la presse. On est en train d'accéder à de nouvelles sources. Alors, je suis très attachée à la défense des archives du féminisme. Je participe à un mouvement de collecte, de valorisation des archives féministes. C'est très important qu'on soit proactive et actif par rapport à ces archives privées, en fait, qui sont toujours menacées. Mais il y a aussi la presse. Et grâce à la numérisation de la presse, on est en train de revoir l'étymologie et la datation de certains mots. Et on s'aperçoit que depuis des années, voire des décennies, on est sur certaines erreurs. Et je suis ravie de diriger la thèse de Denis Carlier, par exemple, sur l'histoire du mot masculinisme, qui nous fait remonter, on croyait que c'était une notion récente, et finalement il remonte au XVIIIe siècle sur les premières occurrences, et aussi sur l'impression à chaque fois d'un nouveau, l'invention successive du néologisme. Ça c'est aussi assez amusant.
et l'incertitude du sens. Le fait que des mots comme féminisme ou comme masculinisme ont toujours eu plusieurs sens en même temps, ont toujours été volontairement brouillés par leurs adversaires, au point qu'une association comme Némésis, depuis quelques années, une association de l'extrême droite identitaire, peut essayer de se faire passer comme pour féministe alors qu'elle ne l'est pas. Et sans que l'esprit critique du public, des journalistes, s'exerce à ce sujet. Voilà, c'était en gros ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui.